Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La pire chose que j'ai faite dans ma vie s'est produite il y a environ 12 ans, alors que j'étais une adolescente de 16 ans vivant à Cleveland, dans l'Ohio. C'était au début de l'automne, lorsque les feuilles commençaient tout juste à prendre une teinte orange et que les températures commençaient à baisser, laissant présager le froid glacial qui allait arriver dans quelques mois. L'école venait de reprendre, mais cela faisait déjà 1 mois que les cours avaient commencé et toute l'excitation de la rentrée et des retrouvailles avec les anciens amis avait laissé place à la prise de conscience que nous étions prisonniers d'un endroit qui ne cherchait qu'à nous surcharger de travail. Naturellement, mes amis et moi étions tous impatients de faire tout ce qui pouvait nous rappeler les jours insouciants et sans responsabilité de l'été. Plus tôt cette année-là, vers la fin de l'année scolaire, un de mes collègues de travail, chez McDonald's, que certains trouvent ringard mais où j'ai toujours passé de bons moments, m'avait appris une technique pour s'évanouir avec l'aide d'un assistant. Cela fonctionnait à peu près comme ça. Une personne prenait rapidement 10 respirations profondes et lourdes, et à la 10e, elle fermait les yeux et retenait son souffle aussi fort que possible, tout en croisant les poignets sur sa poitrine. L'assistant lui donnait alors une énorme accolade par derrière et pressait ses poignets contre son sternum. En quelques secondes, la personne qui retenait son souffle perdait connaissance. L'assistant était alors dans une position idéale pour s'assurer que vous ne vous effondriez pas complètement et ne vous fracassiez pas le crâne sur le trottoir. L'effet ne durait qu'une seconde ou deux. Ce n'était pas comme si nous nous mettions dans le coma ou quoi que ce soit, mais on avait l'impression d'avoir été inconscient pendant des heures, et quand on reprenait conscience, le sentiment de désorientation, de ne pas savoir où on était et ce qu'on faisait là, était génial. Je sais que certains vont se dire « Mais putain, t'es complètement débile ou quoi ?» Et oui, je sais, on tuait probablement 1 million de cellules cérébrales à chaque fois qu'on se mettait KO, et je pense que ma mémoire en a probablement souffert. Mais pour une adolescente de 16 ans qui s'ennuyait à mourir, je trouvais ça super cool. Tous les effets d'un coup de poing dans la figure, sans la douleur d'être frappé au visage. Je te dirais bien d'essayer pour voir par toi-même, mais après ce qui s'est passé, je ne le recommanderais à personne. Un effet secondaire intéressant de cette pratique, qui était en fait la principale raison pour laquelle nous le faisions, était que pendant que vous étiez inconscient, vous faisiez des rêves extrêmement lucides et vivants, dont vous vous souveniez toujours au réveil. Après tout, vous n'étiez endormi que pendant 2 secondes. Nous étions de bons enfants, nous n'avions jamais pris de drogue et n'aurions jamais essayé, donc pour nous, c'était comme du LSD pour les pauvres. Ces visions étaient généralement liées à ce que vous regardiez juste avant de vous évanouir. Par exemple, une fois, j'ai rêvé que je gravissais une montagne, tout en haut de l'Himalaya ou quelque chose comme ça, mais il y avait une rampe. Qui diable installe des rampes à 6000 mètres d'altitude ? Quand je suis revenu à moi et que je me suis souvenu d'où j'étais, j'ai réalisé que j'avais regardé l'escalier dans le coin du salon de ma petite amie. Une autre fois, j'ai eu une vision de Fred Flintstone souriant et tendant la main devant une fresque murale avec le logo DARE, Drug Abuse Resistance Education, un programme enseigné par les policiers dans les écoles publiques. Vous avez probablement déjà vu les autocollants sur les pare-chocs. Je me suis réveillée et j'ai vu que mon ami Brett se tenait juste devant moi avant que je ne sombre dans le sommeil, et ce logo était sur son t-shirt. D'où venait Fred Flintstone ? Je n'en ai aucune idée. Les visions étaient toujours des choses banales comme celle-là. Toujours jusqu'à ce jour-là. Comme je l'ai dit, l'école avait commencé depuis environ 1 mois, et nous en avions déjà marre. Un samedi, nous traînions dans le champ, qui était en réalité une servitude permettant à la compagnie d'électricité de faire passer ses lignes à haute tension. Quelques-uns d'entre nous étaient assis sur les poutres métalliques au pied de l'un des pylônes. Mon ami Mike était en train de grimper jusqu'au 2e niveau de poutre afin de pouvoir sauter de 2 ou 3 mètres jusqu'au sol. Je trouvais ça stupide, mais bon. Je suis le genre de personne qui trouvait cool de provoquer une perte de conscience en privant mon cerveau d'oxygène. C'était une journée chaude pour un mois d'octobre, mais le ciel gris clair s'assombrissait lentement, et à Cleveland, en octobre, cela signifiait probablement que d'ici peu, la température allait passer de 21 degrés à environ 10 degrés en quelques minutes, et si nous étions vraiment malchanceux, une pluie glaciale allait commencer à tomber. L'air était déjà humide et lourd, et nous pouvions entendre le bourdonnement discret des câbles à haute tension au-dessus de nous. Je n'avais vraiment pas envie de passer les derniers instants d'un agréable samedi après-midi à regarder cet idiot grimper à moitié sur le pylône à haute tension, sauter et se plaindre que ça lui avait fait mal aux pieds pour ensuite remonter et refaire la même chose. Et si on se faisait perdre connaissance ? Ai-je dit. À ce moment-là, ce n'était plus aussi amusant qu'au début de l'été lorsque nous l'avions découvert, mais c'était sacrément mieux que ce que nous étions en train de faire.
Vince était partant, Richard aussi, mais Mike, le type qui sautait du pylône, a dit « Mais de quoi tu parles, bordel ?»« Bon sang, tu ne t'es jamais évanoui ?» demanda Vince. « Non, » répondit-il. Mike avait passé tout l'été chez sa mère. Il n'avait donc pas participé à tous les moments sympas que nous avions vécus. « Mec, tu dois essayer ça. Regarde, on va te montrer. » Vince et moi sommes descendus de la tour, nous nous sommes tenus debout dans l'herbe au centre, et j'ai pris 10 respirations profondes habituelles. J'ai fermé les yeux et retenu mon souffle si fort que s'ils n'avaient pas été fermés, ils auraient probablement jailli de ma tête. Puis j'ai senti mon ami me serrer les bras devant ma poitrine, et soudain, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, il y avait un homard géant qui grimpait sur une cage à homards, et j'étais sous l'océan avec des algues qui poussaient sur le fond sableux sous mes pieds. La chose suivante dont je me souviens, c'est que j'étais réveillée, et que Vince et Richard me demandaient « Mec, qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que tu as rêvé ?» J'avais très mal à l'arrière de la tête. « Putain, tu m'as laissé tomber ?» Je n'étais pas vraiment lourde, mais Vince était assez faible. Il restait là, l'air coupable, et Richard m'a dit que oui. « Qu'est-ce que t'as vu ?» m'a-t-il demandé. Je me suis frotté la tête et j'ai répondu que c'était un homard. Il était en train d'arracher la tête de Vince avec ses pinces. Je me suis tournée vers Mike, qui observait depuis les poutres en L au-dessus, et je lui ai dit « Tu vois, c'est génial, putain !»« Peu importe, je vous fais pas assez confiance pour vous laisser me faire ça. »« Allez mec, tu dois essayer. C'est pas plus dangereux que ce que tu fais en ce moment. Je te promets que je te laisserai pas tomber comme cette salope. » Il plissa les yeux comme le font les gens lorsqu'ils essayent de décider si ce qu'ils envisagent de faire vaut le risque ou la peine. Il sauta une dernière fois, se releva et dit « D'accord, une fois. » Si seulement il avait réfléchi un peu plus longtemps ou s'il avait simplement refusé catégoriquement. Il répéta les 10 respirations profondes, avec moi comme assistant, pour m'assurer qu'il ne tombe pas. Il retint son souffle et je l'aidai à se glisser dans cet autre endroit. C'est quelque chose que je regrette depuis. Et quand je repense à toutes les choses que j'aurais aimé faire différemment pendant mon adolescence, les filles que j'aurais dû essayer de séduire, les cours où j'aurais dû m'appliquer davantage, toutes les choses que j'aurais dû et que je n'aurais pas dû faire, le serrer dans mes bras et le presser jusqu'à ce qu'il perde connaissance est la chose que je regrette le plus. J'ai senti son poids mort passer de ses pieds à ma poitrine, et il était plutôt costaud, mais je me suis assurée de le poser doucement pour ne pas lui cogner la tête contre le sol dur. Au moment où je l'ai allongé sur l'herbe, il est revenu à lui. Il s'est réveillé en hurlant. « Putain, putain de merde! Reculez! Reculez! Reculez !» hurla-t-il en se relevant d'un bond et en agitant les bras au-dessus de sa tête. Nous avons tous reculé, craignant d'être touchés par sa frénésie, mais encore plus effrayés. Tellement effrayés que nous avons failli nous faire dessus à cause de ce que nous voyions. Au bout d'environ 5 secondes, soit environ 2 fois plus de temps qu'il n'en faut normalement à une personne pour réaliser où elle se trouve et se souvenir de ce qu'elle faisait, il ralentit. « Merde, merde, putain de merde !» Il respirait bruyamment, haletant profondément, recroquevillé dans un coin de la tour. C'est un miracle que, dans son état de folie, il ne se soit pas cogné contre les piliers et ne se soit pas assommé pour de bon. Mais il resta là, penché en avant, puis tomba à genoux. Nous tournant le dos, il se mit à se balancer, à se tordre les mains et à marmonner. « Putain de merde !» dit Vince. « Qu'est-ce que t'as vu, bordel ?» Mais Mike ne répondit pas. Nous nous approchâmes lentement de lui, et à mesure que nous nous rapprochions, nous pouvions l'entendre sangloter doucement. Dans le monde macho des garçons, c'était normalement un crime passible de la peine de mort, mais à ce moment-là, bien sûr, nous n'avons pas dit un mot. Je posai une main sur son épaule, mais dès que je le touchai, d'une manière si hésitante et légère qu'il n'aurait même pas dû le sentir, il poussa un cri et bondit en arrière, se cognant violemment le dos contre le coin de la tour. Il s'y appuya de tout son poids, nous fixant d'un regard si terrifié, si réel qu'on aurait pu croire que nous étions des démons venus tout droit de l'enfer. Si, pendant ces quelques instants, j'ai pensé qu'il faisait semblant pour nous embêter, ce regard a dissipé tous mes doutes. Cela est ce qui s'est passé ensuite, bien sûr. Aucun de nous n'a dit quoi que ce soit, mais au bout d'une dizaine de minutes, Mike s'était suffisamment calmé pour que Richard puisse le convaincre de se relever et de le ramener chez lui. Comme je m'y attendais, la température avait chuté de façon spectaculaire en quelques minutes, et comme je l'avais prévu, une pluie glaciale avait commencé à tomber. J'ai dit à Vince que j'allais rentrer chez moi et que je le verrais le lendemain. Nous passions toujours nos soirées et nos jours de pluie à jouer à Mortal Kombat sur notre SNES, mais il ne s'y était pas opposé. Je pense qu'il voulait probablement être seul pour réfléchir à la chose horrible que nous avions faite à notre ami, tout comme moi. Le lendemain, je suis allé voir comment allait Mike, mais lui et son père étaient absents toute la journée. Je lui ai demandé plus tard où il était allé, mais il n'a pas voulu me le dire.
Et je pense qu'il devait être chez un psychiatre, car le mardi suivant, quand je l'ai revu, il semblait aller mieux, même s'il était un peu absent. Je suppose qu'il a reçu des médicaments pour calmer ses nerfs, mais ce n'est qu'une supposition. Je ne l'ai jamais vraiment su. Au cours des jours suivants, nous avons passé du temps tous les 4 ensemble, et même si Mike était silencieux, il n'a rien dit sur ce qui s'était passé. Nous avons juste parlé de choses stupides et sans importance, des filles qui nous plaisaient, des cours que nous détestions à l'école. J'aurais aimé que nous lui ayons dit quelque chose, même si je ne sais pas si cela aurait vraiment aidé, car nous n'avions aucune idée de ce à quoi nous étions confrontés. Et à ce jour, je n'en ai toujours aucune idée. Mais nous avons évité le sujet de ce qui s'était passé ce samedi-là, et la pratique de l'évanouissement en général, comme si c'était la peste. Ce n'est que le samedi suivant qu'il a dit quelque chose en rapport avec ce qui lui arrivait. Nous marchions dans la rue calme de notre quartier, en direction de la passerelle en bois qui enjambe le ruisseau qui coule entre les maisons, séparant le lotissement en 2 parties. Je parlais d'une fille canon qui était dans la classe au-dessus de la mienne et qui, par conséquent, ne m'accordait pas la moindre attention. Et lui, les yeux fixés au sol, marchait les mains dans les poches. Soudain, sorti de nulle part, et au milieu d'une de mes phrases, il dit « Je ne serai plus là très longtemps. » Hein ? Ils reviendront cette nuit, et je ne pense pas que je pourrai les empêcher d'entrer cette fois-ci. Hé, de quoi tu parles ? Qui vient cette nuit ? Les mains, les voix. À ce moment-là, je me suis dit « Putain de merde !» Je sentais ma respiration devenir rapide et superficielle, et mon visage et mes mains devenir chauds en l'entendant parler, d'un ton si neutre, d'une horreur que je ne pouvais même pas imaginer. Mais je n'oublierai jamais cette conversation. Elle est gravée dans mon esprit comme les tables de pierre dans les 10 commandements. J'ai bégayé plusieurs fois, puis j'ai dit bêtement « Quelle main ?» La nuit, je regarde l'arbre depuis ma fenêtre, puis tout devient noir et les mains, des dizaines, des centaines poussent contre la vitre. Et que fais-tu ? Je repousse, toute la nuit, mais je suis fatiguée. J'arrive plus à les empêcher d'entrer. Et les voix me disent que je dois les laisser entrer. Des voix d'enfants et des mains d'enfants. Il baissa la voix jusqu'à murmurer, mais je compris, à ce qu'il dit ensuite, qu'il luttait pour contenir sa panique. « Parfois je vois leur visage, » dit-il d'une voix tremblante. Nous étions arrivés à l'allée menant à sa maison. Il s'arrêta et leva enfin la tête vers moi. « Dis à Vince qu'il peut avoir ma Super Nintendo. Il n'en a pas et sa mère ne lui en achètera certainement pas une. Richard peut avoir mes CD. Je sais que vous n'aimez pas le rap, mais lui, il aime ça. » Je commençai à dire quelque chose, mais il se retourna et se dirigea vers sa maison. Il entra et ferma la porte. Comme j'aurais aimé monter et frapper à sa porte, lui dire que j'aurais pu rester pour la nuit. Mais nous avions 16 ans et à cet âge-là, les adolescents ne faisaient plus ça. Je suis donc rentré chez moi. Je n'ai même pas ouvert la porte à Vince quand il est venu plus tard. Quand je me suis couché, je n'ai pas bien dormi, et j'écoutais constamment chaque craquement et chaque grincement de la maison, à l'affût des voix d'une multitude d'enfants. D'habitude, je dormais les rideaux ouverts, mais cette nuit-là, je les ai fermés hermétiquement. Le lendemain, nous avons appris que quelqu'un s'était introduit chez Mike. Une voiture de police était garée dans son allée, et j'ai failli faire dans mon pantalon quand je l'ai vue. Plus tard, mes pires craintes se sont confirmées quand j'ai appris que c'était la fenêtre de la chambre de Mike qui avait été forcée. Il avait disparu, c'est tout ce qu'ils nous ont dit. Les flics nous ont posé une tonne de questions à tous les 3, et des gens du centre pour les enfants disparus et exploités sont venus nous en poser d'autres. Je suis sûre que j'avais l'air coupable, mais quand j'ai dit que je ne savais pas ce qui s'était passé, c'était, après tout, à moitié vrai. Ils recherchaient un pervers qui avait enlevé Mike, donc même s'ils m'ont interrogé sans relâche, ils n'ont bien sûr obtenu aucune information à ce sujet, et ils ont finalement abandonné. Il figurait sur les briques de lait et dans les émissions de télévision consacrées aux enfants disparus, mais à ce jour, son cas reste non résolu. Une fois tout cela terminé, je suis allée à la bibliothèque pour faire des recherches sur ce qui s'était passé, car à l'époque, même si Internet était un outil de recherche, il était réservé aux scientifiques spécialisés dans les fusées ou aux personnes qui pouvaient s'offrir un ordinateur à 5000 $. Je n'ai pas trouvé grand-chose. La chose la plus proche qui, selon moi, pourrait avoir un rapport est quelque chose que je n'ai découvert que plus tard, dans mon cours d'histoire mondiale en première. Apparemment, les prêtres égyptiens avaient l'habitude de s'enfermer dans des cercueils pendant suffisamment longtemps pour frôler la mort. Ils étaient ensuite ressuscités afin de pouvoir raconter aux autres prêtres ce qu'ils avaient vu dans l'au-delà pendant leur mort. Je ne peux que supposer que l'électricité dans l'air ou les conditions météorologiques ont poussé Mike à sombrer plus profondément que nous ne l'avions jamais fait et lui ont fait vivre une expérience similaire à celle des prêtres égyptiens. Mais Vince m'a aussi assommé presque au même endroit où Mike se tenait quand je lui ai fait la même chose.
Était-il simplement plus réceptif à l'appel de cet autre endroit? Ou est-ce que le fait de m'être cogné la tête contre le sol m'avait en quelque sorte libéré de leur emprise? Je ne sais pas, et je ne pense pas que je le saurai un jour. Mais cela me donne encore parfois des frissons.